Bonjour à tous. Je remercie vivement les membres de la coordination bretonne de soins palliatifs de m'avoir sollicité pour cette belle journée. Comme le disait Véronique, je suis médecin généraliste depuis un petit peu plus de 4 ans sur l'équipe mobile de soins palliatifs donc du CHU. Je vais vous présenter donc cette vignette clinique que nous avons vécue, je dirais, tous à l'équipe, et j'essaierai de vous faire partager nos réflexions. J'ai proposé d'intituler cette vignette clinique « Monsieur S ou l'endormi malgré lui ». Alors, Monsieur S est un patient d'origine donc anglophone qui vit en Bretagne depuis maintenant 3 ans. Il a lui-même rénové sa maison et est donc très attaché à la Bretagne. Il vit avec son épouse et depuis quelque temps, son fils et sa fille sont présentes sur la région Bretagne pour l'accompagner. Alors ce patient s'exprime très bien en français, sa famille aussi, et ça a été une aide précieuse puisqu'on a pu aisément communiquer avec lui ainsi qu'avec sa famille pendant toute la durée de son hospitalisation sur le CHU. Donc monsieur a été hospitalisé sur un week-end, avec d'abord passage par les urgences de proximité, puis rapprochement sur le CHU, donc son centre de référence. Ce patient en fait a été hospitalisé pour une altération de l'état général qui s'inscrivait dans l'évolution d'une pathologie néoplasique avec l'apparition d'une hématurie macroscopique. Sa prise en charge initiale aux urgences avait consisté à la pose d'une sonde urinaire double courant et à la réalisation d'une transfusion sanguine. Monsieur, en fait, présente un cancer de vessie. Ce cancer de vessie est métastatique avec une carcinose péritonéale, des métastases pulmonaires, osseuses et hépatiques. Il est suivi de façon conjointe entre le CHU, un service de chirurgie, et un centre de cancérologie sur Rennes. Sa prise en charge avait consisté exclusivement à de la radiothérapie initiale à visée curative, puis ensuite, avec l'apparition des métastases, une chimiothérapie palliative. Récemment, avant son hospitalisation, il avait rencontré son oncologue pour refaire le point sur la maladie et les résultats d'un scanner de réévaluation. Malheureusement, ce scanner montrait une progression majeure de la maladie, entre autres de la carcinose péritonéale, avec l'apparition d'un obstacle sur les voies urinaires. Monsieur avait très clairement pu énoncer son souhait, pas poursuivre la chimiothérapie, qui ne fonctionnait pas, pouvoir rester au maximum chez lui, parce qu'il estimait que des allers-retours entre son domicile et les structures hospitalières le fatiguaient. Et puis, il avait, je dirais, mis l'accent effectivement sur tous ces petits plaisirs de vie. Finalement, cette réflexion avait également, je dirais, contaminé presque le service de chirurgie qui avait finalement décidé de ne pas proposer de gestes de dérivation des voies urinaires tels que pose d'une sonde double J ou d'une néphrostomie. Alors, nous, on a été appelés, je dirais, par le chirurgien référent de ce patient, 48 heures après son admission dans on va dire le circuit Pontchaillou, après un passage par l'unité d'accueil post-urgence. La question qu'on nous posait au niveau de l'équipe mobile de soins palliatifs était d'appuyer un transfert vers une unité de soins palliatifs avec le présupposé suivant: le retour à domicile n'est pas possible. Finalement, donc, on décide, nous, d'intervenir dans le service de chirurgie avec l'idée peut-être de ne pas répondre à leur attente et de s'intéresser à la prise en charge globale de monsieur et de réfléchir à son souhait. Et finalement, qu'est-ce que monsieur nous dit ? Il nous dit qu'il a envie de rentrer chez lui et qu'il ne souhaite pas du tout rester à l'hôpital. Donc un projet de transfert en unité de soins palliatifs nous semble, je ne dirais pas adéquat à proposer. Ce n'est pas le souhait de monsieur, et monsieur nous semble en capacité de rentrer chez lui. Finalement, on va quand même se dire qu'il y a besoin d'un certain nombre de préalables avant d'envisager ce retour à la maison. Le premier préalable que nous posons, c'est que peut-être effectivement il est nécessaire de retransfuser pour pouvoir améliorer l'état général de monsieur et surtout le syndrome de fatigue générale qu'il présente. Par contre, on se pose d'emblée la question
d'arrêter le saignement d'origine urinaire. Parce qu'effectivement, la question d'une obstination déraisonnable pourrait peut-être se poser si on continue de transfuser alors que le saignement persiste. Finalement, on discute avec l'équipe d'urologie de la mise en œuvre d'une radiothérapie à visée hémostatique, avec cette arrière-pensée qu'un geste local permettrait de faire peut-être stopper, céder le saignement et finalement nous laisser un petit peu de temps. Notre arrière-pensée, elle est également ciblée sur son confort. On se dit que si monsieur ne saigne plus, peut-être que l'irrigation vésicale, la sonde double courant, ce serait un peu du superflu et que finalement, il serait mieux, plus confortable et que de ce fait, il pourrait gagner en mobilisation à la maison. Nous concluons donc notre première intervention sur ces propositions en demandant au service de se mettre au travail. On laisse bien sûr la perspective d'un retour à la maison et on dit d'emblée que ce retour à la maison, on le veut avec de la sécurité. Et finalement, la sécurité, c'est peut-être de mettre en place des aides à domicile. On évoque la place de l'hospitalisation à domicile. On évoque également la rédaction d'une fiche SAMU palliatif, qui est une fiche de liaison et d'information au SAMU qui retraduit les souhaits des patients, mais également les propositions de prise en charge qu'on a pu effectivement anticiper avec le patient vis-à-vis de complications de la pathologie. Et puis on se dit qu'il faut aussi prévoir au cas où une unité de soins palliatifs si ça ne se passe pas bien à la maison. Et bien sûr, téléphoner aux médecins traitants, aux interlocuteurs de proximité pour s'assurer de leur accord sur ce projet-là. Alors, on décide d'emblée de ne pas, repasser le lendemain dans le service en se disant qu'on va laisser passer 2-3 jours, vraiment pour que le service s'approprie cette question et la mette au travail. C'est quelque chose qu'on fait assez souvent en équipe mobile, c'est ce que soulignait très bien Émilie Legrand ce matin en disant qu'une équipe mobile, c'est quelqu'un ou une équipe, un binôme qui intervient de façon ponctuelle. Et effectivement, dans le cadre de nos missions, nous rappelons que nous sommes là en soutien et non en position de substitution. Alors finalement, si on avance dans le déroulé de l'histoire, qu'est-ce qui se passe ? 18h30, le lendemain, appel en catastrophe. Alors je me rappelle très bien, je devais être la seule encore à l'équipe mobile et j'entendais sonner un téléphone qui habituellement n'est pas censé sonner. Ce n'est pas le téléphone sur lequel on nous appelle et finalement je décroche. Et sur ce portable, un interne paniqué qui m'appelle et qui me dit « Oui, je me permets, je vous appelle, je ne sais pas comment faire, mon chef m'a demandé de sédater monsieur et je ne sais vraiment pas quoi faire, quelle molécule j'utilise, quelle voie d'administration, quelle posologie je vais mettre, je ne sais pas faire moi. » Finalement, quand je le prends au téléphone, je m'interroge, je me dis mais est-ce qu'il a interrogé le sens de la sédation ? Et mon impression première est finalement qu'il n'interroge que la connaissance technico-scientifique de la sédation. D'emblée, je cherche à l'interroger sur le sens que prend la sédation. Et finalement, là, je sens un grand malaise. Nous tentons ensemble de trouver une explication, une indication à la mise en place de cette sédation. Est-ce que monsieur est en situation de crise urgente, c'est-à-dire présente-t-il une complication aiguë avec un risque vital engagé, type une détresse respiratoire asphyxique, une hémorragie cataclysmique, ce qu'on parlait ce matin? Pas du tout. Je tente toujours de creuser en me disant peut-être que monsieur a un symptôme réfractaire insupportable qui nécessiterait peut-être de s'interroger sur la mise en place d'une sédation. J'avais quand même des doutes en creusant cette question, puisque j'avais vu monsieur la veille, qu'il était certes fatigué avec une hématurie, mais pas si mal, vraiment pas si mal. Et puis finalement, l'interne, naïvement, me dit « Mais non, monsieur, il est très bien, il est confortable, il n'est pas douloureux, il n'est pas anxieux, il n'a pas de symptômes. » Alors j'essaye toujours de comprendre et je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette demande de sédation ?» Et finalement, l'interne me confie qu'avec son senior, ils se sont interrogés. Monsieur sait effectivement qu'il est en situation palliative et qu'il va mourir.
Monsieur sait qu'il est en situation palliative et en phase terminale de sa maladie, et donc que les choses se précipitent pour lui. Et finalement, la question qui se pose, monsieur serait-il plus confortable s'il dort ? L'interne m'évoque cette phrase que je cite. « Avec mon chef, on s'est dit que c'était plus serein de mourir en dormant. » L'interne m'évoque aussi sa propre représentation. Je cite toujours. « Pour aller au ciel, ça n'est pas mieux de dormir ?» Toujours en interrogeant cet interne, nous apprenons que M. S n'a absolument pas demandé à être sédaté et que celui-ci n'est pas informé de ce qui se met en place pour lui. Je décide donc de passer le soir même. À mon arrivée dans le service, je suis accueillie par l'épouse de monsieur. Elle m'attend devant les ascenseurs. Elle m'explique qu'avec son mari, elle a missionné sa fille pour garder la porte de la chambre et interdire ainsi l'entrée des soignants du service. Elle me dit « Mon mari m'a dit, une euthanasie se trame contre moi. Et de ce fait-là, il panique. » Je demande donc à madame de m'attendre dans la chambre de son mari et finalement, je décide d'interpeller le senior et l'interne sur cette question. Et je leur précise que nous allons aller ensemble, d'emblée, re-rencontrer monsieur. Avant donc de réaliser cet entretien, je reprends la discussion autour de ce que madame m'a confié. Finalement, je sens un grand désarroi avec ce binôme médical. En effet, ce binôme se défend contre cette position euthanasique et m'explique qu'il estimait que la sédation était une question systématique, comme s'il fallait dormir pour accompagner la phase terminale de tous les patients. Je sens donc dans cette entrevue une équipe médicale plutôt bienveillante, voulant bien faire, mais finalement complètement perdue avec l'idée d'accompagner le monsieur. Nous décidons donc tous les trois de nous rendre dans la chambre de monsieur S. Et finalement, celui-ci évoque toujours avec beaucoup de discernement sa situation. Il maintient son souhait de retour à domicile. Il ne se dit pas anxieux, mais parle volontiers de sa fin de vie, de sa mort, de ses obsèques, de ce qu'il a prévu. Et sa capacité à dire tout ça semble troubler l'équipe chirurgicale présente avec moi. Comme si c'était trop que de parler de ça. Monsieur ne souhaite bien sûr pas être sédaté. Il dit vouloir rentrer à la maison, vouloir profiter de ses petits-enfants, à des petits projets très pratiques, donner à manger à ses poneys. Finalement, je constate quand même que monsieur est quand même beaucoup plus fatigué que lors de notre entrevue de la veille. En interrogeant, je m'aperçois qu'il n'a pas été transfusé et que la question d'une radiothérapie hémostatique ne s'est même pas posée. Deux sentiments immédiats, à chaud, s'offrent à moi. Sur le coup, je ressens une grande frustration. C'est fréquent en équipe mobile. L'ensemble des propositions faites la veille n'ont pas été retenues. Pourquoi ne faisons-nous pas école ? C'est une question que nous nous posons souvent dans l'équipe. Nous pouvons imaginer certaines hypothèses de réflexion non exhaustives. Avait-il lu nos propositions ? Si l'interne et le senior les avaient-ils lues, les avaient-ils comprises ? Si ces derniers ne les avaient-ils pas lues, est-ce parce que la réponse que nous apportions, s'interroger à la prise en charge globale de monsieur, n'était-elle pas la réponse souhaitée ? Je vous rappelle que nous n'avions pas répondu favorablement à un transfert en unité de soins palliatifs. Nous en évoquions cette difficulté ce matin du compromis et des sacrifices à faire passer dans nos messages en équipe mobile. Est-ce que cette demande de sédation est finalement une réponse chirurgicale à la perception erronée d'une clinique réfractaire de l'agonie ? Je n'ai pas la réponse. Dans ce cas particulier, je sais que nos propositions avaient été lues et perçues comme co-construites avec l'équipe de chirurgie. Nous savions finalement que nous n'avions pas fait école ici. Mais pourquoi ?
la facilité serait de penser que c'est le temps qui a manqué. Temps pour mettre en œuvre la proposition, ou bien temps supposé trop long pour cette mise en œuvre, alors que la clinique ressentie de M. S était une clinique rapide d'une agonie. Nous pouvons aussi penser que c'est l'envie qui a manqué. Envie qui manque, car les visions entre chirurgiens et médecins d'équipe mobile, sont souvent bien différentes. Nous entendons souvent qu'une radiothérapie hémostatique ne sert à rien, ne marche pas, n'est pas efficace. Alors à quoi bon s'encombrer de ça? Nous entendons aussi des éléments de confusion. Nous ne pouvons pas réirradier une vessie qui a déjà été irradiée. Affrontement entre la vision curative protocolisée et une vision plus palliative ciblant un symptôme et donc faisant craindre ici un double effet imaginé. Quelle toxicité pour la vessie en phase palliative? Nous imaginons aussi que la connaissance, le savoir technico-scientifique viendrait boucher la question éthique. Pour autant, l'impression prédominant le soir, en quittant le service, est que j'avais pu être entendue, à la fois dans la non-mise en œuvre de cette sédation, mais dans le rappel des propositions faites la veille. Un grand soulagement. Cette équipe a suivi nos propositions lors du second passage. Mais pourquoi? Est-ce parce qu'elle souhaitait rattraper l'incohérence que monsieur, sa famille et moi-même avions repérée? Est-ce parce qu'elle devait se défendre contre la pensée familiale qui avait évoqué une euthanasie? Est-ce parce qu'elle devait se défendre contre un désir inconscient d'euthanasie révélé par monsieur et sa famille? Là aussi, je n'ai pas les réponses à ces questions. Nous imaginons toutefois que l'obligation ressentie face à ce mal-être a renforcé l'accroche que j'avais ce soir-là pour la mise en œuvre de nos propositions. Et finalement, en tant que membre de l'équipe mobile, je tenais bon dans mes dires et dans ma capacité à entendre patients, familles, mais également équipe. En pratique, 2 axes d'intervention pour une équipe mobile. Le premier concerne effectivement directement M. S et son projet, relancer les propositions de transfusion, de radiothérapie hémostatique, car nous croyons toujours à la perspective d'un retour à domicile. Le second, finalement, concerne notre mission d'acculturation à la démarche palliative, ce que nous évoquions ce matin, et nous invite donc à travailler avec le service. Nous construisons finalement cette intervention dans le cadre de 2 de nos missions, conseil et soutien. Concernant la mission de conseil, nous avons tenté de repasser des messages simples, définir le terme de sédation. Nous avons également tenté d'expliciter les indications actuelles de sédation. Nous avons pris le temps d'aller avec l'équipe sur le site de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs pour montrer les recommandations. Il nous apparaît essentiel dans les services de spécialité d'apporter une preuve, une garantie de ce que nous pouvons avancer. Nous avons également reparlé de la loi Leonetti, puis nous avons tenté d'ouvrir vers les perspectives d'évolution législative. C'est d'ailleurs sur ce point que nous avons eu le plus de difficultés. En effet, l'équipe du service avait entendu parler des éléments grand public concernant les évolutions législatives à venir. Cette équipe avait perçu dans les médias la nécessité de mettre en place et de façon systématique une sédation dite profonde pour tous les patients en phase terminale. Cette équipe n'avait pas réinterrogé les indications de sédation déjà existantes en situation palliative. Nous nous sommes donc confrontés lors de cette intervention à des certitudes soignantes. Je m'étonne, et on peut s'étonner, de l'écart de la nécessité de preuves de garantie scientifique et la facilité avec laquelle, lorsqu'on évoque la sédation, des éléments grand public semblent suffire. Nous saisissons d'ailleurs de cela pour ouvrir notre intervention au soutien de cette équipe. En effet, nous avons tenté de travailler autour des représentations de chacun
pour s'écarter de cette image de belle mort utopique. Les chirurgiens ne sont probablement pas en manque d'informations, mais de par leur spécialité, leur spécificité de travail, refusent-ils de voir la mort? Perçoivent-ils la fin de vie comme une clinique déjà de l'agonie, comme si il y avait rupture, passage de mort à vie, sans phase de transition? Imagine-t-il une technique réparatrice qui viendrait adoucir le moment même du mourir? La sédation serait-elle alors cette technique? Je reprends un petit peu finalement l'histoire de monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Finalement, il a été transfusé. Un geste de radiothérapie hémostatique a été organisé et en moins de 24 heures. Ce geste a été efficace. Monsieur n'a pas ressaigné, il n'a pas eu de nouvelle déglobulation, les irrigations vésicales ont été stoppées. Il est rentré à la maison après 10 jours d'hospitalisation sur le CHU et son retour a été encadré avec des aides, dont l'HAD. Nous avions rédigé avec le chirurgien une fiche SAMU-PALIA qui reprenait les souhaits de monsieur et effectivement les propositions de prise en charge vis-à-vis des complications. Le chirurgien m'avait d'ailleurs dit qu'il trouvait la fiche SAMU-PALIA plutôt pertinente, mais il ne la connaissait pas. Donc il était content de la découvrir. Finalement, il avait également pris le soin d'envoyer un courrier de sortie ainsi qu'une demande de sécurité sur l'unité de soins palliatifs du secteur de monsieur en cas de difficulté, je dirais, à domicile. Et puis 2 mois plus tard, il m'a envoyé un mail pour me dire que monsieur était décédé à la maison en présence des siens et que cet accompagnement finalement était une belle réussite. C'est pour ça que je vais volontairement utiliser cette expression. Je crois qu'on peut dire que c'était une happy end. C'est pas tout à fait fini. 2 minutes. Avec le chef de service de ce service autour d'un comité retour d'expérience, puisque nous sommes régulièrement confrontés finalement à des questions similaires, plutôt autour quand même de la question de la radiothérapie hémostatique. Pour autant, à l'équipe mobile, nous imaginons proposer d'autres actions pour ce service, mais pas seulement celui-ci, avec des formations spécifiques que nous pourrions proposer par service ou pôle, des informations informelles sur les perspectives législatives ou des propositions, par exemple, pour venir assister à cette journée. J'avais mis un mail, je ne les ai pas encore croisés, mais j'y compte pour l'année prochaine. Lors de la préparation finalement de cette présentation, une question m'a cependant interpellée. J'espère juste que nous n'avons pas fait école que grâce à l'issue positive de cette histoire. Réaliste, je sais, ou c'est peut-être la frustration de l'équipe mobile peut-être, que cette happy end nous a beaucoup aidés. Cette situation clinique nous a beaucoup interpellés, questionnés lors de nos transmissions ou nos groupes de supervision. En effet, ici, nous avons été sollicités et l'équipe mobile a joué une place de régulation qui a permis de décaler le service de la mise en œuvre d'une sédation sauvage hors du cadre des recommandations actuelles et de la proposition de loi à venir. Mais finalement, quelle place l'équipe mobile devra-t-elle jouer? Si elle est sollicitée, bien entendu, ou bien si elle est sollicitée sur une autre question et qu'elle constate la mise en œuvre de ce type de sédation, ou encore si elle n'est pas sollicitée et qu'un membre de l'équipe a pu avoir vent de quelque chose. Que faire alors de cela? Ce sont des questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse à l'heure actuelle, en dehors du droit, de la déontologie et de l'éthique, mais que nous aimerions travailler pour ne pas avoir un sentiment de complicité vis-à-vis de réflexions non ou insuffisamment menées. Je vous remercie de votre attention.